Cette semaine, un épisode spécial des marchés en mouvement qui sera axé sur la planification fiscale de fin d'année. Comme à l'habitude, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion Patrimoine. Et cette fois, je serai rejoint par Aurel Courcelle, lui aussi vice-président adjoint, mais cette fois à la planification avancée. Bienvenue, Aurel, dans notre balado. Avant de commencer, je vais prendre une petite minute pour te présenter, expliquer un petit peu ton rôle dans notre compagnie et puis surtout de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, tu es vice-président adjoint de l'équipe de planification fiscale et successorale et aussi comptable agréé. Tu te spécialises dans la planification successorale et fiscale pour les clients fortunés et les sociétés, avec un accent stratégique sur la retraite et l'optimisation fiscale. Et un peu comme nous dans ce balado, beaucoup présent dans les médias, dans les apparences là, pour commenter les sujets d'actualité en fiscalité. Est-ce qu'il me manquait d'autres aspects de ton boulot, Aurel? Je ne le crois pas. Excellent. Bonjour à toi, Pierre-Benoît. Merci. Aurel, comme je le disais en introduction, dans ce balado, normalement, on est plus dans les discussions sur les événements de marché. Puis, je pense que ça vaut la peine de réfléchir à quelle année on a eu en 2023. Ça a été une année vraiment mouvementée, mais c'est drôle en disant ça. Je me dis, c'est quand la dernière année qu'on a eu qui n'a pas été mouvementée? Je sais pas, là, mais je commence à les trouver pas mal toutes mouvementées. Mais on a quand même eu des événements surprises, des banques américaines qui font faillite, tiens, au printemps. On n'avait pas vu ça venir dans nos prévisions, celle-là. Les hausses de taux qui ont impacté grandement les consommateurs. Puis là, on voit là, dans des récents sondages que plusieurs personnes s'attendent encore à des hausses de taux. C'est pas du tout l'avis de notre équipe, c'est pas dans notre outlook, mais les gens, j'imagine, s'attendent à ce qu'ils ont vécu simplement dans la dernière année. On a la géopolitique. On a plusieurs choses qui ont impacté les marchés financiers et boursiers. De votre côté, en planification avancée, est-ce qu'il y a eu des événements en 2023 qui sont venus changer les choses ou brouiller les cartes là, au niveau fiscal et planification? Et si je regarde ce qui s'est passé dans l'année qui achève, il y a deux gros items qui ont vraiment affecté la planification financière des gens. Ce sont essentiellement le taux d'inflation élevé et les taux d'intérêt qui ont continué à monter au fil de l'année. Alors, si on regarde un peu le taux d'inflation, ça veut dire possiblement qu'il y a bien des gens qui ont dû faire des décisions un peu plus difficiles qu'ils avaient prévues, possiblement, surtout des décisions à court terme, qui peuvent avoir un effet à long terme. Alors, ça, je peux nous donner un exemple, peut-être les retraités. Les gens à la retraite qui, peut-être, sont à revenus plus fixes, disons, que les gens qui ne le sont pas, et ont vu le taux d'inflation plus élevé, peut-être affecter le pouvoir d'achat. Ce qui veut dire essentiellement qu'ils ont peut-être dû aller puiser un peu plus dans leur placement qu'ils l'auraient fait autrement. Et quand tu as un revenu fixe et peut-être des placements tu n'ajoutes plus à tes placements, le plus rapidement que tu fais des retraites, le plus rapidement qu'ils vont s'épuiser. Alors, ça veut peut-être vouloir dire qu'on a dû faire des décisions à court terme qui peuvent avoir un effet moins positif, disons, à long terme. Alors, il va peut-être falloir réévaluer cette situation-là dans les années ou même l'année à venir. Du côté des taux d'intérêt, par exemple, les gens qui ont des dettes, puis il y a bien des gens qui ont des dettes, que ce soit des hypothèques ou autres, que des prêts personnels, etc., les taux d'intérêt ont augmenté et au renouvellement des hypothèques, les taux d'intérêt sont sûrement plus élevés qu'ils l'étaient lors du dernier renouvellement de l'hypothèque. Et avec les taux d'intérêt qui ont augmenté, il veut dire que le cash flow a été affecté. Alors encore, des décisions plus difficiles pour les gens, on doit revoir ça. Alors, si on doit payer plus d'intérêts, ça veut dire qu'on a moins d'argent à faire les autres choses qu'on faisait auparavant, ou on doit les puiser encore une fois dans nos placements ou des économies. Alors, est-ce qu'il y a des effets à court terme? Sans doute, oui. Là, il faut revoir les effets à long terme. Et ça fait toute partie d'une bonne planification financière, c'est revoir le court terme, moyen terme, long terme, et s'ajuster. Alors, on a peut-être mis un plan en place.
c'est peut-être un bon moment de le revisiter avec son planificateur pour savoir où on devrait aller, quel ajustement qu'on devrait y apporter. Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis ça me fait réaliser à quel point, en plus, ces hausses de taux-là, cette inflation-là, va avoir frappé différemment les personnes selon où ils sont dans leur cycle de vie. Je prends quelqu'un, exemple, qui commence sa vie, qui est dans l'achat d'une première propriété ou qui vient d'acheter une première propriété, qui est en accumulation de capital. La hausse des taux vient directement jouer dans son revenu disponible, dans son revenu discrétionnaire en le réduisant, versus quelqu'un qui est à la retraite. L'inflation était la chose qui venait faire mal, mais la hausse des taux est en quelque sorte aussi quelque peu positif pour quelqu'un à long terme, pour quelqu'un qui est à la retraite, même si sur le court terme, définitivement pas le cas parce qu'on a vu là, les rendements pour nos clients prudents ont été très difficiles dans la dernière année, dans les 2 dernières années, je dirais. Puis ce qui m'amène à parler du fait que dans les portefeuilles en ce moment, il peut y avoir des positions qui ont des profils fiscaux vastement différents. C'est-à-dire qu'on a des titres qui ont monté beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 2021 et de l'autre côté, des titres qui ont très mal fait depuis 2021, voire même depuis 2020. Donc, on peut se ramasser avec des situations où on a des gros gains, des grosses pertes dans les portfolios. C'est, en tant que néophyte de l'impôt, là, c'est la première chose qui me vient en tête quand je pense à la planification financière de fin d'année. Ce qu'on appelle un peu le faire des ventes pour déclencher des pertes en capital. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie-là, puis comment ça peut fonctionner? Surtout, quelle portion qu'on pourrait mettre de l'avant en 2023? Mais il y a quand même de la planification qui peut se faire lorsqu'on a un portefeuille avec des pertes accumulées qu'on n'a pas encore réalisées. Puis juste prendre un pas de reculons, disons, juste s'assurer qu'on commence tout à la même longueur d'onde. Le gain capital, par exemple, si on réalise du gain capital, c'est 50% imposable. Si on réalise une perte en capital sur un placement, c'est 50% déductible. Et les pertes peuvent annuler les gains qui sont réalisés lorsqu'on se prépare notre déclaration d'impôt. Alors, si on a un portefeuille et on a des pertes qui n'ont pas encore été réalisées et on a peut-être réalisé des gains plus tôt cette année, on peut réaliser ces pertes avant la fin de l'année pour que lorsqu'on prépare notre déclaration d'impôt de 2023, on puisse réduire notre facture fiscale en affectant ces pertes-là aux gains qui ont été réalisés dans l'année. Cela dit, disons que nos pertes sont plus élevées que les gains dans l'année courante. Alors, toute perte doit être premièrement utilisée pour réduire les gains dans l'année courante. Mais si les pertes sont plus élevées que les gains qui ont été réalisés, on peut utiliser ces pertes-là pour les appliquer dans les 3 années précédentes. Qui veut dire que si on réalise des pertes en capital en 2023 qui excèdent les gains en capital de 2023, on peut utiliser ces pertes-là en 2022, 2021 ou 2020 pour venir annuler ou réduire des gains qui avaient été sujets à l'impôt. Alors, les pertes en 2023, ce serait la dernière année qu'on peut aller récupérer de l'impôt qui a été payé en 2020, qui était, comme on le sait tous, vraiment la première année du COVID. Et dans cette année-là, on a vu quand même un marché financier qui a fluctué beaucoup. Il y a des gens qui ont peut-être été assez chanceux, ils ont déclenché des gains avant que le marché a corrigé au début de l'année. Puis ensuite, le marché a repris un peu plus vers la fin de l'année ou même au milieu de l'année. Alors, le timing encore, si on a réalisé des gains dans cette année-là, on peut réaliser des pertes aujourd'hui pour aller chercher l'impôt qu'on a payé. Dernière chance de le faire. Si on attend l'année prochaine, on n'a plus accès à ces gains-là. En 2020, on n'a plus d'occasion d'aller récupérer cet impôt-là. Alors, certainement, quelque chose qu'on devrait regarder, c'est aller revoir. On devrait toujours, à ce temps-ci, aller revoir les 3 dernières années de notre déclaration fiscale pour voir s'il y avait des gains capital réalisés, est-ce qu'il y a moyen d'aller récupérer des impôts payés. Et si on n'a pas de gains dans ces années-là, et qu'on a des pertes cette année qui excèdent des gains, on n'a pas à s'inquiéter. On peut les reporter aux années futures de façon indéfinie. Il n'y a rien perdu. Et même, étant donné que si on a des pertes qui excèdent des gains et qu'il n'y a pas d'impact fiscal, vraiment qu'on pourra les utiliser contre des gains dans le futur,
c'est un bon moment de revoir notre portefeuille, justement. Et on peut se dire, même si je réalise des pertes, au moins, je vais pouvoir les utiliser dans le futur. Alors, on peut mettre l'impôt de côté pour quelques minutes, puis vraiment regarder du point de vue stratégique nos placements, puis voir si notre portefeuille est bel et bien équilibré, est-ce qu'il est bien situé dans les placements qui vont nous aider à satisfaire nos objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et faire ces décisions-là, alors, sans nécessairement avoir à considérer l'impôt, parce que si on a des pertes, on peut utiliser les gains qu'on va sûrement réaliser dans les années à venir. Et puis, dans une optique, là, parce que je trouve que c'est intéressant de faire l'évaluation là, de ce rapport de gains et pertes, ou du moins d'évaluer où est-ce qu'on en est dans nos positions. Puis je sais que parfois, il existe des situations où des gens aimeraient vendre un titre, aimeraient se débarrasser d'une position, mais hésitent à le faire, ou sont même contraints de ne pas le faire parce qu'ils ont un gain cumulé tellement important à l'intérieur que ça vient ruiner la planification financière. En fait, si c'est pas l'investisseur lui-même qui voit cette situation-là, c'est son conseiller. Il y a un conseil, je crois, il y a une stratégie possible dans une situation comme ça. Hein. Et on peut regarder, premièrement, étant donné qu'on arrive à la fin de l'année, est-ce qu'il est mieux de déclencher un gain l'année prochaine, ou à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine? Et même un report du gain. Si on réalise le gain aujourd'hui, on va devoir payer l'impôt au mois de mars, avril, quand on va préparer une déclaration d'impôt. Alors, la facture fiscale est à quelques mois d'ici. Mm-hmm. Si on décide de réaliser le gain au mois de janvier, on a un report jusqu'au mois de mars, avril de l'année suivante. Mm-hmm. Alors, on peut réaliser le gain, réinvestir ce montant-là, et on peut reporter l'impôt très loin dans le futur. Puis si on a fait face à quelqu'un qui a déjà un profil de donateur aussi, je crois que ça peut être une option de donner un titre à gain. Comment ça fonctionne? Oui, ça, c'est sûrement une autre option si on a des gains. Si on voudrait faire des dons. Et peut-être, je vais juste, avant d'arriver à cette question-là de est-ce que je devrais donner, disons, des déplacements, qu'est-ce que je fais avec des placements avec des gros gains et si je cherche à faire des dons? Je vais juste, pour s'assurer que tout le monde encore suit la conversation, prendre 2 minutes pour expliquer un peu comment les avantages fiscaux quant aux dons de bienfaisance. Essentiellement, un don à un œuvre de charité ou un organisme de charité nous donne accès à un crédit d'impôt. Et le crédit d'impôt, pour le premier 200 $ de dons cumulatifs, est beaucoup moins élevé que le taux du crédit pour les montants des dons cumulatifs qui dépassent 200 $. Alors, il y a un gros avantage à revoir nos options pour avoir la plus grosse tranche de dons au-delà de 200 $. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on peut peut-être, un peu comme je mentionnais au sujet du gain tantôt, c'est peut-être plus avantageux de reporter le gain à l'année prochaine. C'est l'inverse pour les dons. Alors, peut-être que j'ai déjà fait quelques dons, je regarde à faire d'autres dons, peut-être maintenant ou début de l'année prochaine, parce que je fais des dons régulièrement, ou j'ai un organisme que j'ai toujours fait mon don au mois de février, janvier, février, je vais le faire encore. Pourquoi pas avancer ce don-là à 2023? Il y a plus gros montant qui va arriver de plus gros montant qui va être déductible sur votre déclaration d'impôt de 2023. Et je suis sûr que l'organisme ne refusera pas de recevoir l'argent un peu plus tôt. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, certainement une occasion de regarder, devancer ces dons de l'année courante versus l'année qui vient. Aussi, les dons peuvent être réclamés sur la déclaration d'impôt d'un conjoint ou un conjoint de fait pour les dons qui ont été faits par les deux membres. Alors, encore très avantageux de prendre des dons qui ont été faits ensemble sur une déclaration d'impôt au lieu de diviser entre les deux déclarations d'impôt parce que on va maximiser le montant qui doit dépasser les 200 $. Alors, encore, juste un autre petit point que... ben oui, la stratégie, si je comprends bien, c'est qu'en faisant un don d'une position plutôt qu'un don en argent, eh bien, on pourrait en plus non seulement avoir le retour d'impôt qui est intéressant là, d'une donation supérieure de 200 $, mais en plus, on évite de payer l'impôt sur notre gain en capital. C'est bien ça?
C'est exact. Essentiellement, si, là, comme c'est que c'est plus avantageux de faire des dons cumulatifs de 200 d'un année particulier, là, c'est d'où devrions-nous prendre cet argent-là? Est-ce que je devrais sortir mon livre de chèques, leur écrire un chèque? Est-ce que je devrais prendre du cash ou est-ce que je devrais regarder à mon portefeuille, puis regarder à mes placements, puis comme tu mentionnais tantôt, Pierre-Benoît, c'est si j'ai un placement avec des gains quand même assez significatifs, est-ce qu'il y a un avantage de donner ça en nature au lieu de essentiellement, disons, de vendre et de donner de l'argent comptant par la suite? Et la réponse est oui, il y a un gros avantage de faire un don, que ce soit d'actions ou de fonds mutuels à l'organisme, parce que, comme je mentionnais tantôt, un gain capital est 50% imposable quand on prépare notre déclaration d'impôt, sauf dans le cas où on donne l'action ou les unités du fonds mutuel directement à l'organisme de charité. Et dans ce cas-là, le taux d'inclusion pour le gain capital n'est pas 50%, mais plutôt zéro, qui veut dire qu'on élimine le gain capital pour faire d'impôt. Quand on prépare notre déclaration l'année prochaine, non seulement est-ce qu'on n'a pas payé d'impôt sur ce gain capital-là qui aurait été autrement imposable, mais la valeur au niveau le reçu qu'on va recevoir, le crédit qu'on va recevoir est le même. Alors, la juste valeur marchande de l'actif, de placement qui a été donné, et la valeur qui va apparaître sur notre reçu. Alors, c'est entièrement déductible, sans voir le côté fiscal, le côté de revenus à déclarer pour le gain capital. Alors, c'est très avantageux. Ben, je suis contente que tu nous expliques cette stratégie-là parce que quand je fais ce balado, j'ai toujours une obsession en tête, c'est est-ce que les gens peuvent utiliser ça pour faire de l'argent? Bien là, clairement, oui, la réponse est oui, on a réussi cet objectif-là cette semaine. Aurel, en fin d'année comme ça, il y a aussi des contributions importantes à faire si ça n'a pas été déjà fait. Je pense dans ma tête au CELI, au régime épargne-études. Est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Mais je vais commencer avec le régime épargne-études, juste quelques commentaires à ce niveau-là. Si on n'a jamais ouvert un régime épargne-études pour nos enfants, puis on a un enfant qui va avoir 15 ans dans l'année courante, c'est la dernière année qui va pour nous d'ouvrir un régime épargne-études pour eux, pour pouvoir avoir accès aux subventions gouvernementales qui sont rattachées aux cotisations au régime. Alors, encore une fois, je vais juste expliquer rapidement. Si on a un régime épargne-études et on fait des cotisations, le gouvernement, autant provincial que fédéral, dépendamment, fédéral définitivement dans plusieurs provinces, incluant Québec, a des subventions provinciales liées aux contributions qui sont faites par le souscripteur au régime épargne-études. C'est un pourcentage de la cotisation jusqu'à un maximum annuel. Et ces subventions-là sont seulement disponibles si le régime a été ouvert pas plus tard que l'année dans laquelle l'enfant a 15 ans. Alors, si votre enfant a 15 ans cette année, puis il n'y a pas de régime d'épargne-études qui a été ouvert pour cet enfant-là, au moins ouvrir le régime, ça va donner accès aux subventions non donnement pour les cotisations qui sont faites cette année, mais pour l'année où vont avoir 16 et 17 ans, et par la suite, on n'a pas droit aux subventions, mais ça donne accès à des subventions auxquelles on n'aurait pas droit autrement. Et étant donné que l'espace de cotisation est reportable, mais aussi les dons, le montant de dons qu'on peut recevoir est cumulatif, mais il y a quand même des limites annuelles. Alors, faire une cotisation à la fin 2023, on peut recevoir des subventions selon les limites, et en faire une autre au début 2024 nous donne accès à des subventions très rapidement pour un montant qu'on n'aurait pas autrement si on ne faisait pas une cotisation maintenant. Là, tu mentionnais tantôt, Pierre-Benoît, les CELI. Alors, au niveau des CELI, je pense qu'il y a encore des éléments que j'aimerais souligner. Alors, juste encore une fois, pour expliquer, de base, un CELI, essentiellement un compte épargne d'impôt. Cotisation, il y a des espaces de cotisation annuels, présentement 6 500 $ pour 2023. Ça va augmenter à 7 000 $ pour 2024. Et ça s'accumule. Alors, par exemple, pour 2023, le montant cumulatif, si quelqu'un avait 18 ans au minimum, lorsque
le CELI a été introduit il y a plusieurs années, ce montant cumulatif-là est 88 000 Alors, 88 000 c'est quand même beaucoup d'argent. Et les cotisations CELI ne sont pas déductibles, mais les retraites ne sont pas imposables. Autant au niveau des cotisations qu'on aurait fait au régime que le revenu de placement qu'on aurait pu produire, ainsi que les gains capital. Alors, si un retrait qui est effectué du régime du CELI, ce montant-là est complètement libre d'impôt pour l'individu. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder la planification de fin d'année à ce niveau-là? Bien, si on effectue un retrait, comme j'ai mentionné, libre d'impôt du CELI, l'espace de cotisation nous est retourné dans l'année suivante. Alors, si j'effectue un retrait du CELI en 2023, disons que si j'effectue un retrait aujourd'hui, je vais récupérer le plein montant que j'ai retiré à mon espace de cotisation. Disons, je retire 10 000 que ce soit du revenu ou de la cotisation, il n'y a pas de différence. L'année prochaine, 2024, je vais récupérer ce 10 000 d'espace de cotisation-là qui va s'ajouter à tout autre espace de cotisation, le nouveau 5 000 que je vais avoir pour 2024, ainsi que le report qui a été fait dans les années précédentes. Si j'effectue le retrait à la fin de cette année, comme je dis, je vais avoir cet espace-là. 2024, je peux remettre mon argent tout de suite si, disons, je vais acheter une voiture au mois de janvier. J'effectue le retrait maintenant, je prends mon argent, je la mets de côté, j'achète ma voiture au début janvier. Je vais pouvoir remettre mon argent dès le début de l'année prochaine. Si je suis un boni, disons, mon employeur, quelqu'un qui est décédé m'a laissé quelque chose dans son testament, autre source de revenus. Si, au lieu, j'attendais au mois de janvier pour effectuer ce retrait-là, j'attends un autre 30 jours, disons, 40 jours, pendant combien de jours pour nous amener à l'année prochaine, puis j'effectue ce retrait-là du CELI au mois de janvier, je vais devoir attendre jusqu'en 2025 pour revoir cet espace de cotisation-là. Et comme on le sait, l'argent, le plus vite qu'on peut mettre notre argent dans le CELI, le plus vite qu'on peut rectifier à l'abri d'impôt. Alors, très avantageux d'effectuer le retrait plutôt vers la fin de l'année que d'effectuer au début de la nouvelle année. Alors, c'est sûrement très avantageux de prévoir encore. Il faut planifier, il faut regarder ce qu'on veut faire et voir s'il y a la meilleure façon de fonctionner quand ça vient à ces retraits-là. C'est tellement vrai. Puis dans ma carrière, bon là, ça fait quelques années que j'ai pas eu à rencontrer de clients, mais je suis persuadé que tu vas avoir vécu la même chose. Combien de fois on rencontre des gens qui ont des comptes non enregistrés et qui ont soit pas de CELI du tout ou encore qui n'ont pas fait toute leur cotisation. Puis là, des fois, je me souviens de dire aux clients, mais ça n'a pas de bon sens, c'est la stratégie la plus simple et puissante. Mais les gens sont quasiment honteux, mais je leur dis, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute, c'est simplement, là, je comprends pas comment que ça se fait. Ça n'a pas été planifié parce que c'est quelques clics, hein, c'est pas très compliqué à faire, puis ça a un impact massif sur la planification à long terme. Donc, définitivement, un must. Et puis pour monsieur et madame tout le monde qui ont peut-être moins d'actifs, donc moins d'actifs non enregistrés. Es-tu d'accord avec moi pour dire le régime épargne-études, une des stratégies les plus puissantes, hein, notamment là, au Québec, là, dans les stratégies fiscales pour la population générale? Pour le régime épargne-études ou le CELI? Oui. Le régime épargne-études, oui. Le régime épargne-études, oui, parce que si on a des enfants, puis on s'attend à ce que nos enfants poursuivent les études postsecondaires, que je pense que la majorité des parents vont considérer ça comme certainement une bonne option. C'est un retour, c'est un rendement garanti. Exactement. Alors, essentiellement, il y a quand même des exceptions si les enfants ne poursuivent pas les études, on va devoir rembourser les subventions. Mais une subvention gouvernementale, c'est essentiellement, au niveau fédéral, c'est 20 puis ensuite, il y a le provincial. Si on regarde à ça, c'est un taux de rendement garanti qu'on n'aurait pas autrement. Puis là, on place ça, puis il y a d'autres rendements sur ce rendement-là qui va continuer à fructifier et à l'abri de l'impôt. Dans un régime enregistré où l'impôt est reporté jusqu'au moment du retrait et c'est imposable non seulement à ce moment-là avec un report de 5, 10, 15, 20 ans, mais imposable entre les mains de l'enfant. Parce que les subventions et les revenus qui sont retirés sont imposables tant que l'enfant poursuit ses études entre leurs mains. Et ces enfants-là, normalement, lorsqu'ils commencent surtout les études postsecondaires, ont très peu d'autres sources de revenus, peut-être un emploi à temps partiel. Mais sans doute, disons, dans la majorité des cas, ils vont payer moins d'impôts que le parent. Alors, on peut imposer ce revenu-là qui a été accumulé
à l'abri de l'impôt avec toutes les subventions gouvernementales et peut-être payer pas d'impôts. Parce qu'on a fait très peu de revenus où on a quand même droit à l'exonération de base, les crédits pour frais de scolarité, toutes sortes d'autres choses qui viennent en jeu. Mais c'est une stratégie, quand ça vient au fractionnement du revenu, et fractionnement du revenu, c'est transférer l'impôt sur un revenu qui serait normalement imposable à quelqu'un à un taux plus élevé à quelqu'un qui a un taux moins élevé. C'est une des stratégies, disons, une des meilleures stratégies qui existent aujourd'hui. Définitivement. Puis d'ailleurs, tu as mis le doigt sur un enjeu des fois que les gens répètent de dire « Ah, mais si jamais il va pas à l'école, est-ce que je vais perdre mon argent? » Pas du tout. Il n'y a aucun risque. Puis même l'école, les cours professionnels fonctionnent aussi. Bref, c'est pas un enjeu. Avant de quitter, le temps passe déjà. Si j'avais te posé une question, la chose au niveau fiscalité, planification, bref, dans ton univers là, que tu surveilles pour 2024, ce serait quoi? Couple de choses, je dirais. Premièrement, n'essayez pas de tout faire vous-même. Essentiellement, on n'est pas spécialiste dans tous les domaines. Et comme si vous avez des problèmes avec votre voiture, il y a bien des gens qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Faut aller voir notre mécanique, puis on laisse la voiture, pour ça, eux vont s'occuper de tout réparer. Même chose lorsque ça vient à la planification financière. Il y a des spécialistes, les planificateurs financiers sont mieux équipés que la majorité des gens quand ça vient à voir le portrait au complet. Parce que là, Pierre-Benoît, tu es expert en placement. Moi, mon domaine, c'est la fiscalité. Mais ce sont que deux éléments d'une bonne planification financière. Alors, vraiment faire affaire avec des gens qui s'y connaissent mieux que nous pour nous faire réfléchir des choses qu'on ne penserait pas. Par exemple, on est en fin d'année, parce que tout le monde va penser à revoir leur portefeuille, voir s'ils ont des pertes qu'ils pourraient réaliser et les reporter il y a 3 ans. Chanson que non. Il y a bien des gens qui, à cet ainsi d'année, oui, on a des organismes de charité qu'on aimerait bien faire des dons. On écrit un chèque. On n'y pense même pas de regarder dans notre portefeuille. Alors, juste, c'est pas difficile. J'espère que les gens qui nous écoutent ont tous un planificateur financier, planificateur financier qui travaille avec eux. On leur envoie un courriel, on leur envoie un message, on ramasse le téléphone. C'est quelque chose que je devrais faire. On va réagir de cette façon-là. Et un autre point que j'aimerais vraiment soulever, c'est que la planification fiscale et financière se fait à l'année longue. C'est pas un exercice de fin d'année. C'est pas les gens, la majorité des gens, je dirais, ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine, pensent à la fiscalité un peu vers la fin de l'année et surtout lorsqu'on prépare la déclaration d'impôt au début de l'année. Mais on fait rien de restant là. Ou bien des gens, puis je pense genre, même comme fiscaliste, je suis comme n'importe qui d'autre quand je prépare ma déclaration d'impôt. Je me dis toujours, je paye trop d'impôts. Qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire mon impôt pour l'année prochaine? Bien, le moment de commencer à y penser, c'était au mois de janvier et ça ne devrait pas arrêter lorsqu'on prépare. Ça devrait continuer, se poursuivre après qu'on prépare notre déclaration d'impôt. Et on devrait revoir au fil de toute l'année, est-ce que tous mes dons, je devrais revoir mon portefeuille pour voir peut-être pas des petits dons de 5-10 $, mais je parle des montants quand même où ça vaut la peine. Regardons notre portefeuille, voir s'il y a une occasion là. Le marché, peut-être, on devrait rééquilibrer notre portefeuille. On va réaliser des pertes en capital. En capital, on le voit comme une occasion et non pas un négatif. C'est une occasion de rééquilibrer, peut-être utiliser ces pertes-là pour aller annuler des gains dans l'année courante ou des années précédentes. Alors, mais c'est des réflexes qu'on n'a pas nécessairement et c'est quelque chose auquel on devrait réfléchir à l'année longue et non attendre à ce moment-ci, parce que des fois, il est un peu trop tard pour certains items. Excellent. Ça a été une discussion super enrichissante et j'espère que vous avez attrapé là-dedans quelques conseils et puis que vous allez lever le téléphone et appeler votre conseiller pour les mettre en place. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager le balado à vos collègues et amis comme à l'habitude et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Aurel. Merci à toi, Pierre-Benoît. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis et on se dit à la semaine prochaine.
Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit, et IG, Gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.